Bonjour à tous, une semaine dans le monde prend l'air cette semaine, émission spéciale avec notre partenaire habituel Cartooning for Peace qui nous accueille pour une édition spéciale, une grande exposition Cartooning in Africa ici à Paris du 3 au 11 juillet. Le dessin de presse venu d'Afrique se donne à voir à celles et ceux qui ont la chance de pouvoir se rendre ici à la canopée du Forum des Halles. L'occasion de savourer le talent et la vitalité des dessinateurs de presse. Ils sont une vingtaine qui exposent leurs œuvres et dialoguent avec le public. Ils viennent d'Afrique du Sud, d'Afrique de l'Est, anglophone, d'Afrique de l'Ouest, francophone ou du Maghreb comme vous, Nadia Chiari, bonjour. Bonjour. Les lecteurs et les internautes vous connaissent sous le pseudonyme Willis from Tunis. À l'origine, vous êtes enseignante en arts plastiques, peintre et dessinatrice. Donc, vous vous êtes révélée aux yeux du public à l'occasion de la révolution de Jasmin. Les Tunisiens découvrent alors un chat qui va leur livrer son regard souvent décalé sur les événements. Un animal que l'on va retrouver dans plusieurs chroniques depuis, chronique de la Révolution, dans Ciné Mensuel également, dans Courrier International. Je vous propose tout de suite de voir le portrait qu'a réalisé notre correspondante à Tunis, Lilia Blaise. Quelques traits de feutre et une main assurée suffisent pour dessiner Willis from Tunis, un chat téméraire qui a fait son chemin depuis 2011. J'ai utilisé ce personnage pour témoigner au départ de ce que je ressentais au jour le jour, en 2011. Et puis après, il s'est transformé en une sorte de haut-parleur pour dénoncer toutes les injustices, les arrestations arbitraires, les attaques aux libertés, les attaques aux universitaires, aux artistes. Dans la quiétude de son magasin d'artisanat tunisien en banlieue nord de Tunis, Nadia Chiari nous confie qu'elle a du mal à trouver l'inspiration 10 ans après la Révolution. La difficulté que j'éprouve essentiellement aujourd'hui, c'est surtout que l'actualité politique est tellement caricaturale que j'ai du mal à la caricaturer. Le pays vit des crises politiques à répétition depuis le soulèvement de 2011 et une situation économique et sociale difficile, aggravée par la pandémie. Nadia le sait bien, elle a du mal à vendre les produits de ses artisans et à les soutenir financièrement. Donc c'est très difficile pour les artisans tunisiens de vivre aujourd'hui, non seulement à cause de saisons touristiques qui sont pas terribles, mais aussi dans le quotidien. Les gens aujourd'hui, leur nécessité, c'est s'acheter à manger, c'est pas s'acheter de l'artisanat malheureusement. Malgré ses désillusions, la dessinatrice a compilé dans un livre 10 années de dessins et de commentaires autour de l'actualité tunisienne. Et donc j'ai essayé de mettre les dessins comme des sortes de chaînons de l'histoire pour comprendre pourquoi on est là aujourd'hui. Une manière de prendre du recul, exprimer un ressenti sur les acquis de la Révolution. Celui-là, la différence avant-après, c'est sincèrement ce que je ressens. C'est-à-dire que ça n'a pas beaucoup changé finalement. On peut hurler notre douleur aujourd'hui, ça ne change rien, mais on peut hurler, on peut crier. Une note d'espoir toutefois dans la transmission. Nadia est professeure d'art plastique dans un lycée français. Vous savez ce que je fais en dehors de prof? Dessinatrice, oui. Caricature. Voilà, des trucs de la politique, là. Voilà, c'est exactement ça. L'enseignement reste sa manière de défendre coûte que coûte un acquis de la Révolution, la liberté d'expression. Dans le cadre de mon atelier, la liberté d'expression est totale, que ce soit la mienne ou celle des élèves. Ils ont le droit de parler de tout, de se questionner sur tout. La dessinatrice sera parmi les artistes à l'honneur dans l'exposition du collectif de dessinateurs de presse Cartooning for Peace à Paris, début juillet. Nadia Chiari, on vient de le voir. Comment est né ce chat sous la plume de Willis from Tunis? Il est né en janvier 2011, suite à un discours de Ben Ali qui nous promettait, entre autres, la liberté d'expression, même si c'était que de belles promesses. J'avais ressenti ce besoin de m'exprimer, et mon moyen de m'exprimer, c'est le dessin. Et j'ai commencé à publier mes dessins sur les réseaux sociaux. Un chat destiné au départ à vous-même, à vos proches, vos amis, la famille, et puis finalement la créature a dépassé son créateur. Oui, c'est un peu comme la créature de Frankenstein. Il fait sa vie maintenant. Non, mais ce qui était génial, c'est de voir que les personnes adhéraient à mes dessins, on vivait la même chose, il y avait cette même énergie. Et donc, c'est comme ça que je m'explique aussi le succès de ce chat. Il est devenu un observateur à part entière, un acteur presque de cette révolution.
Un acteur parce que je suis une citoyenne tunisienne et que voilà, je vis au jour le jour ce qui se passe dans mon pays. J'essaie de suivre politiquement ce qui se passe socialement à tous les niveaux. J'ai beaucoup d'espoir, même si aujourd'hui il est un peu racorni, mais voilà, ce chat c'est moi. Hein. Cette révolte, vous la portez en vous depuis toute petite, depuis l'enfance? J'ai jamais aimé l'injustice. Donc voilà, et j'ai toujours aimé défendre la veuve et l'orphelin. Ouais, j'ai été assez bagarreuse, donc peut-être que c'est ça, mais j'ai toujours adoré le dessin de presse, le dessin satirique et les dessins de ciné par exemple, qui faisaient des chats aussi. Et c'est cette manière de critiquer l'ordre établi qui me plaît, quoi. Durant les années qui suivirent la Révolution, la censure a refait surface sous la férule du parti islamiste Ennahda au pouvoir, avec cette fois-ci également comme cible le blasphème. Oui, le problème, c'est que ces libertés toutes nouvelles, toutes fraîches, toutes belles, on a commencé à vouloir nous les sucrer, nous les supprimer avec plein de prétextes différents. Et Ennahda instrumentalise la religion à des fins politiques. Et donc, voilà, le blasphème est devenu un peu leur cheval de bataille et tout. Et alors que c'était pas vraiment ce qui m'intéressait moi au départ, c'est avant tout la lutte contre la misère, le chômage, l'injustice sociale. C'est ça nos luttes. Et mettre tous les artistes dans le même bateau en disant que c'est des mécréants et des blasphémateurs, ça s'appelle de la manipulation d'opinion publique. Aujourd'hui, vous vous vivez comme quoi? Comme enseignante, comme journaliste, comme militante? Moi, je suis avant tout enseignante et c'est un métier que j'adore parce que c'est le partage. À travers mes dessins, je témoigne de pas mal de choses, mais à travers l'enseignement et les ateliers que je fais avec Cartooning for Peace, entre autres, c'est le partage, c'est l'échange, c'est le dialogue, c'est d'abattre ces murs qui n'arrêtent pas de s'ériger de partout. Donc, c'est d'essayer de déguiser aussi l'esprit critique des jeunes. Donc là, je me sens réellement utile. Quels sont les combats que vous portez aujourd'hui? Le statut des femmes, la lutte contre la corruption, la mauvaise gouvernance, les inégalités? Je ne sais plus où donner de la tête aujourd'hui, je ne sais plus. C'est tellement n'importe quoi en ce moment, mais moi, c'est les droits humains avant tout. Et bien sûr, les droits de la femme qui, là, en ce moment même en Tunisie, sont totalement bafoués. Une députée se fait tabasser au sein du Parlement et rien ne se passe, personne ne bouge. Alors une députée on condamne pro-Ben Ali, timidement. ça ne change rien pour vous au fait qu'on ait tapé une femme? De toute façon, ça reste une femme, qu'elle soit pro-Ben Ali ou autre. Moi, ça ne m'intéresse pas. Là, j'ai vu une femme, et puis c'est pas la seule femme qui est victime de violences en Tunisie. C'est extrêmement violent pour les femmes en général en ce moment. Il y a des féminicides, et puis avec cette crise sanitaire, les violences conjugales ont explosé. En critiquant de la sorte le pouvoir, vous ne craignez pas d'entamer l'acquis démocratique? Alors ça serait moi qui entamerais l'acquis Non, c'est une démocratique question en effectivement critiquant. face à une démocratie naissante en Tunisie. Au contraire, moi j'œuvre pour que ce soit une démocratie, et un des signes de la démocratie, c'est la liberté d'expression. Qu'est-ce qui rend le plus difficile l'expression du dessinateur de presse dans la Tunisie d'aujourd'hui? L'intolérance, la censure, voire l'autocensure, ou bien la difficulté de vivre de son art? Les problèmes financiers, finalement, les contingences matérielles. Je ne travaille pas pour des journaux en Tunisie, je travaille pour Ciné Mensuel en France, pour Courrier International. Mais les difficultés, oui, c'est d'être mal compris ou qu'on me prête des intentions que je n'ai pas dans mes dessins. Bon, je me suis habituée. Heureusement que mes dessins ne plaisent pas à tout le monde. Heureusement qu'on pense tous différemment. Je suis contre justement cette pensée unique qu'on veut nous imposer. Et le fait de voir vos dessins traverser la Méditerranée, ça vous inspire quoi? Mais ça me fait extrêmement plaisir de voir que les gens apprécient mon travail hors Tunisie. Et puis c'est aussi mon but de témoigner de ce qui se passe dans mon pays pour que d'autres qui ne connaissent pas forcément la Tunisie ou la politique tunisienne puissent comprendre la situation. Merci Nadia Chiari, Merci à vous. alias Willis from Tunis. Il va être temps à présent d'accueillir notre deuxième invité. Il nous vient de la Côte d'Ivoire, Lassane Zaoré. Il a lancé, voilà une vingtaine d'années maintenant, un journal, un hebdomadaire satirique, Biche. C'est le bruit du coup de poing asséné en plein visage, comme une bulle de dessinateur. Son portrait en images par Samuel Bernard et Hanan Ferjani. Il suffit d'une feuille et de quelques coups de feutre à Lassane Zaoré pour nous raconter une histoire. En fait, c'est Babo qui s'impatiente. Nous sommes le 8. Et lui, il veut que les feuilles tombent rapidement pour qu'on arrive au 17. Pour ce rédacteur en chef, cette discipline quotidienne s'est progressivement muée en véritable besoin. Ça, là, vraiment, quand je ne dessine pas, je me sens frustré.
Zohoré, qui pratique la caricature depuis plus de 30 ans, a créé Gbiche, son propre journal il y a de cela 22 ans, qui est devenu la référence dans la caricature de presse ivoirienne. L'histoire de Gbiche est celle d'une longue conquête pour la liberté d'expression et d'impertinence. Au départ, lorsqu'on a commencé Gbiche, l'imprimerie du journal gouvernemental nous imprimait. Donc on allait à dose héméopathique, on va dire. Malgré le sens de l'autodérision des Ivoiriens et de sa classe politique, caricaturer n'est pas toujours sans danger. Lors du coup d'État militaire de 2000, Zohoré a évité de justesse de se faire emmener par l'armée du général Guéhi. Je devais me rendre ce jour-là à la rédaction. Les gens qui habitaient aux alentours m'ont appelé pour me dire non, il ne faut pas bouger, les militaires sont dans le quartier. Créé il y a 22 ans, Gbiche a couvert plusieurs périodes de crise meurtrière pour le pays. Pour Zohoré, si le rôle du caricaturiste est celui d'un éveilleur de conscience, il ne s'agit pas non plus de jeter de l'huile sur le feu. Quand le pays est vraiment divisé et qu'on sent une certaine tension dans la population, nous essayons d'être des conciliateurs. Mais lorsque nous rendons compte que bon, c'est un peu plus apaisé, ben, on s'en donne à cœur joie. On tape à gauche, on tape à droite, on tape où on veut. Je pense qu'on peut se transformer en colombe de la paix, comme on peut se transformer en impertinent. Bon, vraiment, c'est un peu mi-ange, mi-démon, quoi. C'est comme ça que nous sommes. Ange ou démon, une chose est certaine, l'impertinence de Zohoré et de son équipe ne s'estompera pas avec les années. Comme ça. Comme ça? D'accord. Okay. Bonjour Zohoré, merci d'être avec nous. Expliquez-nous rapidement comment est né Gbiche. Gbiche est né dans des conditions assez particulières. Gbiche est né dans un car. Dans un car. Ouais. Nous étions en route pour Adzopé, une ville de la Côte d'Ivoire. Quand il arrive, moi, on discutait un peu du titre du journal. Ouais. Et puis c'est sorti Gbiche. Voilà. On a rigolé et on a maintenu ce nom-là, contre vents et marées. C'est un hebdomadaire qui traite de l'actualité politique et sociale ivoirienne? Tout à fait. Nous sommes assez, disons, on s'exprime par le dessin. Ça peut être actualité politique, sociale, sportive. Nous, ce qui fait l'actualité, eh bien, on traite. Avec des personnages récurrents comme Kofi Gombo, par exemple, un escroc qui tourne en dérision certaines pratiques, on va dire pas toujours honnêtes, du monde des puissants. Bon, disons qu'à Abidjan, il y a tellement d'escrocs que bon, nous, ça nous a inspiré pour en faire un personnage. Et puis bon, de fil en aiguille, c'est devenu un personnage emblématique. Voilà. Vous vivez comment, vous, aujourd'hui? Comme un patron de presse, comme un journaliste, comme un dessinateur, comme un militant? Bon, c'est un peu tout ça, hein, je vais dire, hein, parce qu'il m'arrive d'écrire des articles, je dessine, et puis bon, je gère aussi le journal, donc bon, c'est un peu tout ça, on va dire. C'était nécessaire dans le paysage médiatique ivoirien, un hebdomadaire satirique, ça n'existait pas avant? Si, quand même, il y a eu des tentatives. Il y a eu, je vais dire, Zazou, il y a eu le Margouya, et puis nous, on a essayé de capitaliser un peu sur les erreurs des autres pour lancer Gbiche. Et depuis, bon, la formule a pris, et puis nous sommes là depuis 22 ans. Vous avez le sentiment de faire œuvre d'information auprès du public ivoirien, de participer à l'esprit civique et critique de vos concitoyens? Oui, nous le pensons profondément, parce que bon, chez nous, il n'y a pas de censure en tant que telle. Mais étant donné que nous vivons au milieu de la population, nous savons percevoir les tensions, nous savons percevoir, nous prenons le pouls de la société, et c'est ce qui nous permet de traiter les sujets que nous proposons. Bon là, il n'y a pas très longtemps, nous avons traité du sujet du retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire. On a intitulé Gbagbo Novelas parce que bon, c'est ce qui faisait l'actualité. Voilà, et je pense que c'est un peu le baromètre de la société ivoirienne. Voilà. L'actualité politique, justement, on le sait, la Côte d'Ivoire a été divisée pendant 2 décennies entre 2 camps. C'est le résultat aussi de la campagne présidentielle de 2010-2011. Il y a parfois des dessins qu'il vaut mieux éviter de faire à certains moments pour ne pas rajouter aux tensions. C'est un sentiment que vous évoquez dans ce reportage. Oui, tout à fait. Il faut reconnaître quand même que nous pouvons dessiner sans que ça ne crée vraiment quoi que ce soit. Mais nous voulons être quelquefois des porte-voix des populations qui ont trop souffert de toutes ces tensions, de toutes ces divisions. C'est pour cela que lorsque la période s'y prête, lorsque c'est calme, voilà, nous essayons de dessiner des dessins qui critiquent. Voilà, nous essayons de relever un peu l'état de la société. Mais lorsque c'est vraiment très tendu, nous essayons
d'être un peu, de dédramatiser, d'être un peu les colombes de la paix. Voilà, donc voici un peu le rôle que nous essayons de jouer. Sinon, bon, je vais dire que nous pouvons être des caricaturistes bêtes et méchants, mais nous nous sommes dit que la population aussi peut compter sur nous pour faire baisser la tension, puisque le dessin peut être aussi pédagogique, peut être sensibilisateur. Il y a une responsabilité du dessinateur de presse, d'après vous. Vous vous imposez des limites en fonction de quoi? Du moment, du contexte? Oui, tout à l'heure, je disais que Biche était un peu le baromètre de la société. Voilà, donc nous, quand il y a des tensions, nous pouvons le percevoir. Voilà, nous pouvons percevoir cela. Donc c'est ce qui fait que nous essayons, en temps normal, on n'a vraiment pas de limites. On peut critiquer la religion, on peut critiquer voilà, tout ça. Mais lorsque nous sentons qu'il y a une certaine tension qui peut amener à des affrontements, nous essayons de dédramatiser. Et quelquefois, on peut jouer avec le sujet, le sujet des divisions, pour pouvoir calmer les uns et les autres. La religion, justement, si vous pouvez parfois rire des fidèles eux-mêmes, vous prenez garde de ne pas vous en prendre aux figures symboliques, aux représentations religieuses elles-mêmes. Oui. Le blasphème, c'est pour vous la limite de l'humour? Bon, sous les tropiques, oui. Je vais dire qu'en Côte d'Ivoire, les réalités, effectivement, c'est ça. Parce que, bon, tout ce que nous sommes dans une société où on a tous des croyances. Ce qui fait que nous évitons de nous attaquer aux symboles des religions. Mais en revanche, les pratiquants, nous pouvons les critiquer, que ce soit le prêtre, le pasteur, l'imam. On n'a vraiment pas de scrupules à nous moquer. La preuve en est même que, bon, lorsqu'il y a eu le mois de Ramadan, nous sommes bien moqués des musulmans. Et en revanche, vous vous engagez contre les sévices et les mutilations génitales, oui, parfois pratiquées au nom de la religion ou de la coutume ou de la tradition. Oui. Ça, c'est le combat que nous avons mené. Parce que nous estimons que ce sont des pratiques rétrogrades. Sur l'excision, par exemple. Oui, ça retarde l'Afrique. C'est un combat que nous menons avec les femmes pour ne pas que ces pratiques-là perdurent. Voilà, nous pensons que ce n'est pas parce que nous sommes africains qu'il faut accepter toutes sortes de pratiques. Je pense qu'il y a des pratiques rétrogrades qui ne nous apportent rien du tout. Donc là, nous sommes vraiment engagés pour ce genre de combat-là. Merci Lassane Zohoré, on reste ensemble, on va se retrouver dans moins de 2 minutes pour continuer à suivre l'actualité avec nos dessinateurs de presse depuis la canopée du Forum des Halles ici à Paris, Cartooning in Africa. Retour dans moins de 2 minutes. Retour pour cette édition spéciale d'une semaine dans le monde, au cœur de la grande exposition Cartooning in Africa, à la canopée du Forum des Halles, ici à Paris, le dessin de presse venu d'Afrique qui se donne à voir, avec à présent à mes côtés Nîmes, dessinateur algérien. Bonjour Nîmes. Bonjour. Votre présence ici même à Paris est un événement aujourd'hui, expliquez-nous pourquoi. Oui, c'est un événement hyper intéressant pour moi parce qu'en fait on rencontre pas mal de dessinateurs africains qu'on n'aurait peut-être pas l'occasion de rencontrer ailleurs. Mais c'est un événement pour nous parce que vous avez failli ne pas pouvoir vous rendre ici à Paris. Oui, alors le contexte actuel et avec la crise sanitaire et l'ouverture des frontières en Algérie est assez compliqué. Donc tant bien que mal j'ai réussi à venir, mais c'est vrai que c'était pas facile. Et il faut dire que vous n'avez pas toujours été en odeur de sainteté en Algérie, où vos dessins vous ont même valu la prison. Oui, à un moment donné, en 2019, pendant le Hirak, j'ai été l'un des dessinateurs qui, en fait, j'ai dessiné ce que je voyais autour de moi et le ressenti des gens. J'essayais de mettre ça en image et ça m'a valu 1 mois et quelques jours de prison. Car les dessins, les représentations, les dessins jugés offensants envers les dirigeants ou les symboles du pouvoir en Algérie peuvent être passibles de prison. Oui, alors ce qui a changé maintenant, c'est le contexte, parce que autant avant des dessins sous l'ère de l'Ancien Régime, des dessins qui pouvaient passer et faire l'objet d'une publication ne le sont plus aujourd'hui. C'est pour dire la régression quand même de la liberté d'expression. Et c'est vrai que maintenant dessiner librement reste quand même très compliqué. Alors vous n'avez pas hésité à vous en prendre à ceux qui dirigent l'État algérien, à l'ancien chef d'état-major de l'armée aujourd'hui décédé, Ahmed Gaïd Salah, ainsi qu'à l'ex-premier ministre devenu président Abdelmajid Tebboune, à travers un dessin, L'élu, où on y voit le général Gaïd Salah passer un soulier de verre au pied du Premier ministre. Qu'avez-vous voulu dire à l'époque ? Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce dessin-là
je l'avais publié 2 mois avant les élections. Et il était un petit peu prémonitoire, tellement Puisque Abdelmajid Tebboune a été élu, président. qui a été élu, et j'ai suivi en fait l'élection de la prison. Donc en fait, finalement, ce que j'avais prédit, à l'époque, je suivais beaucoup, et c'est, en fait, j'avais l'impression que le gouvernement est tellement transparent qu'on réussit quand même à deviner qui c'est qui va être président. Et Vous avez été emprisonné, il faut le dire, dans des conditions quand même difficiles pendant ces 3 mois. ouais. Nombreux en cellule. Bon, on va pas revenir sur les détails, mais voilà, on sait que ce sont des conditions quand même particulièrement éprouvantes. Vous vous voyez aujourd'hui comme un représentant de la rue qui exprime depuis 2019 son envie de changement. Exactement, comme toute la jeunesse, je pense, algérienne, on a soif de liberté d'expression, on demande un état de droit. Et voilà, moi, si je peux contribuer à ça, même si ça m'a coûté la prison, je pense que si c'est le prix à payer pour voir une Algérie nouvelle ou pour faire bouger les choses, ben pourquoi pas. Ça demande énormément de courage parce que vous l'avez dit, vous êtes encore traumatisé par ces mois de prison. Aujourd'hui, vous y pensez encore. Vous vous considérez malgré tout comme un militant du Hirak? Je me considère comme un militant, en fait, je me considère plus comme un citoyen qui vient du peuple et qui représente. Enfin, moi, je vis avec le peuple et donc c'est pour ça que quand je dessine, j'ai l'impression que mes dessins sont repris parce qu'ils sont compris. Donc, militant, activiste, je pense pas, mais En tout cas, vous êtes en résonance avec les acteurs de ce mouvement. Exactement. Dans vos difficultés, ça a compté la solidarité des autres dessinateurs de presse? Énormément. Alors, il y avait la solidarité déjà des manifestants, des journalistes, de Cartooning for Peace, des ONG. Et ça m'avait, je pense, ça a beaucoup aidé parce que, par exemple, moi ou Khaled Drarni, on a quand même une visibilité que, par exemple, les détenus là actuels n'ont pas, et que j'aimerais en parler d'ailleurs. Plus de presque 300 détenus d'opinion qui n'en parlent pas, donc Qui n'ont pas de voix. qui n'ont pas de voix, donc je profite pour leur donner tout mon soutien. Il y a votre glorieux aîné, Dilem, bien connu ici en France. Il a ouvert la voie. C'est une source d'inspiration pour vous? Dilem, il y a aussi Loïc, il y avait Slim dans la BD, il y avait à l'époque Al-Menchar, donc tout ça, ça reste des exemples à suivre. Il faut le dire, il y a des décennies, avant la décennie de plomb justement, il y a eu une période où en Algérie, les dessinateurs de presse avaient davantage de liberté d'expression. Exactement. Après, il y a eu la décennie noire qui a un petit peu tout, il y avait presque plus rien, mais après, à partir de 2008, il y avait quand même commencé le festival de la BD à Alger, ça commençait à reprendre, et donc voilà, moi Nîmes, on voit, vous avez beaucoup de courage, vous avez pris des risques, jusqu'à d'ailleurs votre liberté personnelle. Il y a néanmoins des thèmes que vous vous interdisez de traiter ou des manières de les traiter, des sujets? Alors oui, c'est vrai que le passage par la prison, ça change et on n'aborde plus les sujets aussi frontalement qu'avant. Après, ça pousse à devenir plus subtil, à user un petit peu de ruse, d'être un petit peu plus intelligent, d'essayer de chercher, de faire passer les messages avec d'autres niveaux de lecture. Mais ce qui est important pour moi, c'est toujours d'essayer de faire passer le message parce que sinon, si on sort de prison et qu'on dessine plus, en fait, la vraie prison, c'est dans la tête. En fait, c'est quand on n'arrive pas à vraiment s'exprimer et dire ce qu'on veut. C'est l'autocensure, la vraie prison. C'est l'autocensure, Et exactement. c'est le moment auquel les dictatures ont gagné, c'est lorsqu'elles arrivent à imposer l'autocensure. Oui, en même temps, avec le contexte de la pandémie, ça a été un petit peu l'allié du régime parce qu'en fait, à ce moment-là, les manifestations ont cessé. Et donc, ça a permis d'emprisonner des gens, enfin, de passer, de profiter, quoi, de se venger un petit peu. Comme un prétexte. Merci Nîmes Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci. Et on vous souhaite évidemment beaucoup de plaisir à partager avec les autres dessinateurs de presse et votre public ici à Paris. Merci. Suite à présent de notre galerie de portraits, on va à présent s'intéresser à l'autre grande région d'Afrique, l'Afrique de l'Est. On y parle essentiellement anglais, comme au Kenya. C'est là qu'officie Gado, originaire de Tanzanie voisine. Il est devenu au fil des ans le poil à gratter du président Uhuru Kenyatta. C'est un reportage signé Will Swanson et Bastien Renouille pour France 24. C'est à Camps Bay, la plus huppée des banlieues du Cap, qu'il a installé son studio. Normal, Zapiro est sans doute l'un des artistes les plus prospères du pays. En 30 ans de carrière, il a publié 28 livres et dénoncé avec son crayon toutes les injustices. De l'apartheid au régime de Nelson Mandela, rien ne lui a échappé.
Son dessin le plus connu date de 2008, au moment où l'ex-président Jacob Zuma faisait tout pour se débarrasser des accusations de corruption portées contre lui. C'est une image choquante, Zuma qui retire sa ceinture. On dirait qu'une scène de viol va se produire. Et c'est la justice qui sera la victime. C'est une métaphore, bien sûr, mais c'est ce que j'ai voulu exprimer. Jacob Zuma a poursuivi 2 fois Zapiro en justice avant d'abandonner les procédures. Le dessinateur, qui a porté les plus grands hommes politiques en dérision, n'a pas peur de prendre parti. Il faut qu'on aide les marginaux. Il faut qu'on protège les pauvres, ceux qui n'ont pas de privilèges, tous ceux qui dans le monde souffrent d'inégalités. Il nous faut taper sur les grosses entreprises, les politiciens, les démagogues religieux, tous ceux qui enfreignent les droits humains et n'ont pas pour objectif d'améliorer nos sociétés. Bien sûr, je suis subjectif, je prends des décisions, comme mes lecteurs d'ailleurs, qui prennent parti aussi. On décide qui agit avec éthique et qui ne le fait pas. Les dessins que Zapiro exposera en Europe cet été sont fortement inspirés par la pandémie du Covid-19 dans le monde, un thème qui lui permet d'être aussi choquant qu'amusant. Et c'était, vous l'avez compris, non pas un portrait du dessinateur Gado, mais de Zapiro d'Afrique du Sud, réalisé par Caroline Dumais. Zapiro, grand pourfendeur de l'apartheid, ce qui lui valut un temps à la prison. Vous l'avez compris, il est pourtant issu de la communauté blanche. Et une fois l'ANC arrivé au pouvoir, eh bien, il s'est trouvé d'autres cibles, à commencer par Jacob Zuma et la corruption, ce qui lui vaut d'être bien souvent cantonné à l'Internet et aux réseaux sociaux, mais qui n'entame en rien son succès. On va continuer d'en parler avec ici même à mes côtés mon partenaire habituel d'une semaine dans le monde, Ziad Limam d'Afrique Magazine. Bonjour Ziad. Bonsoir, bonjour à vous. On vient de le voir avec cet exemple de Zapiro, les dessinateurs s'autorisent parfois une liberté de ton dans la critique que les journaux eux-mêmes ne peuvent bien souvent pas se permettre. Tout à fait, parce qu'en fait c'est un chemin plus subtil. Et puis il y a cette idée que ce sont des artistes après tout, et voilà, ils sont un peu différents de la parole écrite, mais en même temps je ne pense pas que les censeurs potentiels ou les autorités qui regardent ça soient naïves à ce point-là. C'est-à-dire que c'est un drôle de rapport entre c'est pas tout à fait des journalistes, mais c'est des journalistes, c'est pas tout à fait des auteurs, mais c'est des auteurs. Et puis ça dépend du dessin lui-même, comme toujours. Et puis on est aussi dans un monde qui est relativement neuf, c'est-à-dire on n'a pas encore des années de dessin de presse, etc. Donc c'est des gens qui ont été beaucoup formés au début dans la culture de l'anti-parti unique, dans quelque chose de très revendicateur, et c'est toujours très politique, et on voit à quel point il faut équilibrer le rapport entre eux et les autorités. Vous avez reçu des gens qui ont été Nîmes, mis notamment, en prison, en Algérie, d'autres qui ont du mal à être publiés. Donc c'est pas si anodin que ça. Vous-même, dans Afrique Magazine, vous avez eu recours parfois au dessin de presse. On travaille beaucoup avec Damien Glé qui nous fait des petites caricatures. Burkina Faso. Oui, on a une rubrique de citations, donc il croque les personnages. On travaille avec un dessinateur qui s'appelle Dom sur les éditos. On travaille avec les uns ou les autres selon les sujets. Des fois aussi de l'illustration, parce qu'on parle souvent du dessin de presse, mais des fois l'illustration, c'est refaire un portrait, redessiner quelqu'un ou une situation, c'est bien aussi. Vous y trouvez un appui au plan éditorial? Ça a une valeur universelle? Oui, parce que ça parle, la qualité du dessin de presse, c'est que ça parle direct, ça coupe à travers les mots, ça coupe à travers, c'est un snapshot, comme diraient nos amis anglophones, et donc ça a une force. Et puis on est aussi, bon, toutes les Afriques se ressemblent pas, mais on est aussi beaucoup dans des cultures de l'image, avec des gens plus jeunes aussi, pour qui c'est une découverte, c'est plus accessible peut-être que le texte. Et cette immédiateté du dessin de presse dans des cultures plus jeunes, c'est aussi assez intéressant à regarder. Avec la fragilité, l'absence parfois d'état de droit dans certains pays ou de règles démocratiques, c'est un aspect essentiel du traitement de l'actualité, la caricature. C'est un aspect essentiel du domaine des libertés. Je pense que, je ne sais pas si... Oui, le dessin de presse s'inscrit dans l'actualité, mais je pense que c'est surtout dans la liberté d'expression. Tous les gens que vous avez
sur ce plateau sont des gens qui ont ouvert des espaces de liberté d'expression sans forcément être frontal. Il y a de l'allégorique, il y a des personnages, il peut y avoir un chat, il peut y avoir... Vous voyez, donc c'est pas forcément une attaque directe ou une contestation directe. On peut être aussi dans la critique sociale, mais la critique sociale, c'est aussi de la liberté, c'est aussi des champs de liberté qui s'ouvrent. Il y a un danger inhérent aux dessinateurs de presse dès Oui. lors qu'ils se trouvent sur le continent africain. Il y a un danger inhérent partout. Alors plus dans des sociétés... En Afrique, tout n'est pas fermé. Mais il y a, je veux dire, même la censure existe, même là où on est, dans ce pays. Il peut y avoir des refus de publier. Il y a eu des affaires retentissantes de dessins qui ont été retirés. C'est quand même très... c'est quand même très... ça tape. C'est une image et ça tape. Donc si on tombe juste, on fait mal, on fait rire. On l'avait sur le plateau du débat. C'est comme une piqûre, ça rigole et en même temps ça pique. Donc il faut de l'humour. Il faut un écosystème et un écosystème politique qui a de l'humour. Est-ce que ça suppose aussi une responsabilité particulière des dessinateurs? On en a entendu certains, Zoé notamment, nous dire « Moi, il y a des sujets à certains moments que je ne souhaite pas aborder parce que c'est facteur de division de la société ». Est-ce qu'il y a une responsabilité aussi quand on est dans un pays avec une démocratie fragile ou naissante comme la Tunisie à ne pas trop s'en prendre au pouvoir pour ne pas le fragiliser? Je ne sais pas si c'est ne pas trop s'en prendre au pouvoir ou si c'est ne pas trop allumer des mèches sur des situations. Je ne pense pas que s'en prendre au pouvoir soit une limite pour la plupart d'entre ces dessinateurs. Par contre, il y a réellement des situations qui peuvent être politiques, un conflit ou des situations sociales ou une problématique de mœurs, etc., qui demandent, je ne dirais pas de l'autocensure, mais certainement une forme de distance ou d'autodistance que d'ailleurs on applique dans la presse écrite aussi. C'est-à-dire qu'il y a pas de, c'est pas mystérieux que la presse écrite, c'est pas de l'autocensure, mais il y a des prises de distance sur certains sujets parce qu'on ne veut pas allumer un feu supplémentaire ou mettre un départ de feu. Il y a un regard différent porté sur l'actualité ailleurs dans le monde par ces dessinateurs venus d'Afrique lorsqu'ils regardent ce qui se passe ici, oui. par exemple. Ils amènent leur code, leur référent culturel, leur appareil photographique. Ils l'amènent sur notre situation à nous et c'est toujours très intéressant de voir comment ils regardent l'Europe ou les États-Unis et l'Occident. Comme je pense que c'est intéressant que des caricaturistes par exemple Cartooning for Peace, il y a aussi ce regard de l'autre côté qui va vers le sud et que c'est un véritable échange. Après, la difficulté, c'est de jamais tomber dans la caricature caricaturielle et de toujours être dans la compréhension et la bienveillance, même quand ça pique et même quand c'est drôle. Merci Ziad Limam d'Afrique Magazine, Merci. partenaire d'une semaine dans le monde chaque semaine. On va donc voir à présent le portrait du dessinateur Gado, né en Tanzanie, mais qui travaille au Kenya et qui n'hésite pas à éreinter le pouvoir du président Uhuru Kenyatta. Rituel quotidien pour Godfrey Mwempemboa. Il achète les principaux journaux du Kenya. Connu sous son nom d'artiste, Gado est le dessinateur le plus craint par les chefs d'État est-africains. Vous devez être un animal politique. Vous devez non seulement savoir ce qu'il se passe au Kenya, mais aussi dans le reste de la région et dans le monde. Le caricaturiste dessine aussi bien les déboires des politiciens locaux que l'actualité internationale. Comme dans cette édition du journal pour lequel il travaille, The Standard. C'est la prestation de serment de Museveni. Cet autre dessin évoque la répartition des vaccins contre le Covid qui lèse l'Afrique. Là, il critique les bombardements israéliens sur Gaza. Le caricaturiste ne s'interdit aucun sujet. J'ai carte blanche, il y a évidemment des sujets durs à traiter, sensibles. Par exemple, les problèmes religieux sont toujours très sensibles. Mais nous devons trouver une solution pour réussir à parler des sujets difficiles. Les dessinateurs de presse ont cette mission et nous devons de la mener à bien. En 2016, cette liberté de ton lui a valu un licenciement. Depuis, il a trouvé un nouvel employeur et continue à croquer l'actualité. La presse est relativement libre au Kenya en comparaison avec le reste de la région. Ce jour-là, il se moque d'un syndicaliste dont le nom vient d'être attribué à une rue. Nairobi a de nombreux problèmes de drainage et bien d'autres. Donc, je propose juste qu'on construise une canalisation pour les eaux usées et qu'on lui donne le nom de ce type.
En 2022, le Kenya élira son nouveau président. Les politiciens locaux sont prévenus. Gado veillera sur le scrutin. Et l'on termine cette exposition par celui qui l'a rendu possible. Bonjour Plantu. Bonjour. Fondateur et président d'honneur de Cartooning for Peace, dessinateur pendant plus de 35 ans du dessin qui figurait en une du Monde. Ça a quelle signification pour vous aujourd'hui de voir ces dessins exposés ici au Forum des Halles? C'est bien que vous disiez et Cartooning for Peace et Le Monde, parce qu'en fait, sans Le Monde, j'aurais jamais eu la chance d'être en contact avec tous ces ambassadeurs, les conseillers culturels, toutes les alliances françaises, les instituts français, qui m'ont ouvert des portes pendant plus de 35 ans. J'ai commencé en 72. Et en fait, je me suis rendu compte que je connaissais tous les dessinateurs un peu du monde entier, comme ça. Et puis quand Kofi Annan m'a demandé de les rassembler, je me suis dit, mais c'est génial. Et c'est comme ça qu'on a dit, mais il faut qu'on fasse quelque chose sur l'Afrique. Et quand l'UNESCO nous a demandé d'aller à Addis Abeba, on s'est débrouillé pour trouver des moyens, de l'argent pour faire venir 30 dessinateurs à Addis Abeba, en Éthiopie. Et puis on s'est dit, on va faire un livre. Et Kalman Levy a fait un livre. C'est une aventure. C'est comme un paquebot qui coule. Et puis il y a un désir d'Afrique, il y a un amour d'Afrique. Et puis on voulait que ce soit l'Afrique qui soit l'héroïne de cette exposition, de ces rencontres ici au Forum des Images, à Châtelet, à Paris, et à la fois de faire vivre ce dessin de presse africain avec ses courages. Vous venez d'interroger Nîmes, oui, le dessinateur algérien, qui a payé de sa liberté. Oui. Voilà. Ça raconte l'audace, le courage, vous venez de le dire. Et il en faut particulièrement à ces dessinateurs venus de ces pays où l'on paye parfois le prix de ses idées. Ça vient nous rappeler aussi la valeur qu'a la liberté d'expression qu'on a parfois tendance à oublier ici. Et heureusement qu'on se fait aider par Amnesty International, Reporters sans frontières. Et quand on sait qu'un dessinateur, là tout à l'heure Nîmes vient de nous le dire, il remercie toutes les associations qui l'ont aidé. Et puis s'il est sorti, c'est bien parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont bénévoles et qui disent on ne peut pas le laisser, ce dessinateur algérien, en tôle, on va le... Et des fois ça ne marche pas. En Chine, ça marche moyennement en ce moment, mais avec un dessinateur algérien, et c'est en ça qu'on rend hommage à tous ces militants qui y croient, et ça marche. Cette solidarité, ça raconte quoi? L'universalité de l'humour. Tous ces dessinateurs qui viennent de cultures parfois radicalement différentes se retrouvent parfois sur un trait d'humour, sur une vision du monde. Exactement, et à la fois, chacun des pays, chacune des cultures a ses spécificités. Et je discutais avec une fille éthiopienne qui est venue, on voit son dessin là, elle s'appelle Yemi. Et Yemi, elle me dit, attendez, moi les tribus, les ethnies en Éthiopie, j'y touche pas. Et je lui dis, mais la guerre en ce moment en Éthiopie, elle me dit, j'y touche pas non plus. Donc, vous comprenez ces interdits, ces tabous parfois? Mais bien entendu. Et d'ailleurs, Nîmes, qui vient de s'exprimer, le fait de parler avec vous, oui, Raphaël, il est à Paris, il vient parler avec vous, alors qu'on sait qu'on est vu en Algérie. Ça a de la gueule. Et le mot résistance, quand je vais beaucoup dans les écoles, évidemment qu'il faut parler des résistants de la Deuxième Guerre mondiale. Les résistants d'aujourd'hui, c'est tous ces dessinateurs africains. Regardez Willis from Tunis, que vous avez interrogé tout à l'heure en Tunisie, mais c'est le fer de lance de la liberté d'expression et la culture, elle vit au travers de ces dessins. C'est étonnant aussi de voir la liberté de ton avec laquelle ils caricaturent notre propre actualité. Ah oui. Ils sont passionnés. Alors c'est drôle parce qu'ils sont passionnés par ce qui se passe aussi en France. Et j'aime bien leur regard et j'aime bien leur vie, la manière dont ils vivent les clichés, de leurs clichés qu'ils ont sur les Français. Et je me dis tiens, c'est rigolo. Si on faisait ça dans l'autre sens, ce serait un peu casse-gueule. Mais je trouve ça très bien parce qu'il faut vivre avec ces clichés pourvu que les clichés soient positifs. La preuve que l'autodérision est peut-être la qualité la plus unanimement partagée. Ça dépend des pays, ça dépend de... En tout cas, par ces dessinateurs qui sont réunis ici. Oui, tout à l'heure au débat ici au Forum des Images, il y a Gado, il disait « Je connais un président qui dit la liberté d'expression, elle est totale. Par contre, une fois que vous serez exprimé, je garantis rien pour vous. Donc, débrouille-toi avec ça. » Vous aviez un dessin justement que vous avez fait vous à l'occasion de cette réunion. Je l'ai fait il y a 3 jours. Et en fait, j'aurais pu le faire dans le bouquin. Et en fait, je l'ai fait il y a 3 jours parce que je me suis dit... Alors, on va le montrer à la caméra ici. Je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire sur I love. Bon, d'accord, Africa. J'ai repris évidemment les t-shirts qu'on connaît à New York. Et puis, je me suis dit, comment je vais dessiner le petit bonhomme? Comment je vais dessiner la bonne femme? Et en fait, ça se fait tout seul. Et je me rappelle
un dessinateur brésilien qui s'appelle Chico Caruso, qu'on a fait venir à France 24. Il a dit « Laisse penser ton crayon ». Et là, j'en suis responsable, mais c'est le crayon qui courait tout seul sur la feuille. Et j'adore quand le dessin m'échappe, que la page me parle, que le feutre me parle, et je laisse faire les choses. Le dessin intuitif comme l'écriture intuitive. Il faut laisser faire les choses, et puis après, il faut signer en assumant, en disant « Oui, c'est bien ça, c'est bien comme ça ». Voilà. Et vous pouvez assumer. Très beau dessin, merci beaucoup. Si je refaisais mon petit bonhomme, je le ferais moins gros. Je l'ai fait un peu trop gros. La prochaine fois, je ferai un petit régime. Quand même. Merci Plantu, et merci de nous accueillir Raphaël, ici et pour cette grande exposition. Venez nombreux. Et merci à France 24. Je le dis aux téléspectateurs de France 24. France 24 fait un boulot formidable. Voilà. Et merci Raphaël. Merci beaucoup Plantu. C'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour tout de suite à la rédaction à Paris.